Une orpheline de 8 ans réconforte un garçon autiste de 4 ans qui refuse de manger depuis la mort de sa mère. Son père, un millionnaire veuf, ne sait pas cuisiner. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La pluie de novembre martelait les fenêtres du quartier huppé de Seattle alors qu'Emma, 8 ans, pressait son visage contre la vitre froide du café. Ses baskets déchirées clapotaient sur le trottoir mouillé et sa veste trop grande, trouvée dans une benne à ordures derrière une friperie, flottait comme une tente autour de sa petite silhouette. Elle serrait un billet d'1$ froissé qu'elle avait trouvé plus tôt ce matin-là sur un parking, assez pour un demi-muffin si elle avait de la chance. À l'intérieur du café chaleureux, elle observait un homme en costume anthracite coûteux assis à une table d'angle, la tête entre les mains, les épaules secouées par des sanglots à peine contenus. En face de lui était assis un petit garçon, peut-être de 4 ans, qui fixait d'un air absent une assiette intacte de crêpes dorées dégoulinant de sirop. Les cheveux noirs du garçon étaient parfaitement coiffés, ses vêtements impeccables, une minuscule chemise et des clés de voiture bien rangées. Mais quelque chose dans son immobilité totale serra le cœur d'Emma. L'homme leva les yeux, révélant un regard rougi et désespéré, des cernes sombres suggérant des semaines sans sommeil. « S'il te plaît, Tommy », sa voix se brisa à travers la vitre, rauque de désespoir. « Juste une bouchée. N'importe quoi, s'il te plaît, mon fils. Maman voudrait que tu manges. Elle serait si inquiète de te voir maigrir comme ça. » Le petit garçon ne répondit pas. Il restait immobile comme une statue, ses petites mains soigneusement jointes sur ses genoux, regardant la nourriture comme si elle n'existait pas dans son monde. Emma regarda les épaules de l'homme trembler alors qu'il réprimait des larmes qui menaçaient de couler à nouveau. Elle avait déjà vu ce genre de douleur. Le vide écrasant qui s'installe quand quelqu'un que vous aimez disparaît pour toujours, vous laissant perdu dans un monde qui n'a soudain plus de sens. Les lèvres du garçon bougèrent presque imperceptiblement. Sa voix était à peine un murmure. La nourriture de maman. Seulement la nourriture de maman. Aucune autre nourriture. La poitrine d'Emma se serra de compréhension. Elle connaissait cette voix, le murmure brisé d'un enfant perdu dans un chagrin si profond qu'il avalait tout le reste. Elle l'avait entendu dans sa propre voix 2 ans plus tôt. Sans réfléchir, elle poussa la porte du café, la petite cloche annonçant son entrée. La chaleur la frappa comme une étreinte qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois, portant l'odeur du café et de la cannelle, mais elle ignora les regards curieux des autres clients alors qu'elle s'approchait de leur table. Ses chaussures mouillées laissaient de petites flaques sur le sol poli, son menton levé malgré son apparence débraillée. D'autres clients la regardaient avec un mélange de pitié et de désapprobation. Cet enfant visiblement sans abri n'avait pas sa place dans leur établissement chic. « Excusez-moi », dit-elle doucement, sa voix à peine plus forte qu'un murmure, mais claire et assurée. L'homme leva les yeux, surpris par la petite silhouette dépenaillée debout à côté de leur table. Son premier réflexe fut d'appeler la sécurité, mais quelque chose dans ses yeux l'arrêta. Il contenait une sagesse bien au-delà de son âge et une tristesse qui correspondait à la sienne. « Votre petit garçon, il est triste à cause de sa maman, n'est-ce pas ?» James Mitchell dévisagea cet enfant improbable. Sale, manifestement sans abri, mais parlant avec la gravité de quelqu'un qui comprenait la perte. « Oui, elle est décédée il y a 2 mois, et il ne veut rien manger. Il devient si maigre et je ne sais plus quoi faire. Les médecins disent que s'il ne recommence pas à manger bientôt... » Sa voix se brisa complètement, les mots trop terribles pour être terminés. Emma hocha la tête solennellement, comme si elle s'était attendue à cette réponse. « Ma maman est partie aussi. Mais j'ai appris quelque chose de très important après son départ. » Elle regarda directement Tommy, qui pour la première fois depuis son entrée, tourna légèrement la tête vers sa voix. Il y avait quelque chose de différent chez cette fille. Elle ne lui parlait pas comme les médecins qui le tâtaient ou les nounous qui essayaient de lui fourrer de la nourriture dans la bouche. Parfois, quand les mamans vont au ciel, elles laissent leur amour dans la nourriture, mais les papas doivent apprendre les mots magiques pour que ça fonctionne à nouveau. Pendant un instant, tout le café sembla retenir son souffle, comme si tout le monde sentait qu'il assistait à quelque chose d'extraordinaire. James Mitchell étudia l'étrange petite fille debout à côté de leur table, ne sachant s'il devait appeler la sécurité ou écouter les choses impossibles qu'elle pourrait dire ensuite. Son esprit d'homme d'affaires lui disait que c'était absurde, un enfant sans abri débitant des bêtises sur la magie. Mais quelque chose dans la réaction de Tommy le figea sur place. Son fils venait de regarder une autre personne pour la première fois depuis des semaines, vraiment regarder avec concentration et intérêt au lieu de ce regard vide et terrifiant. « Des mots magiques », murmura James,
craignant de briser le sortilège qui s'opérait entre cet enfant mystérieux et son fils. Emma hocha la tête avec le sérieux d'un scientifique expliquant une découverte cruciale. Elle grimpa prudemment sur la chaise vide à côté de Tommy, se déplaçant lentement pour ne pas l'effrayer. Elle était si petite que ses pieds pendaient à peine au-dessus du bord. Ma maman me l'a appris avant d'aller au ciel. Elle a dit, l'amour se cuisine dans la nourriture, mais tu dois dire les mots spéciaux pendant que tu la prépares, sinon l'amour se perd, et la nourriture devient juste de la nourriture ordinaire, de la nourriture vide. La tête de Tommy s'inclina légèrement vers la droite, le plus grand mouvement que James avait vu de sa part depuis des jours. Les yeux de son fils, habituellement si vides, contenaient la plus faible étincelle de curiosité. « Quel genre de mots » demanda James, sa voix empreinte d'un espoir désespéré. Il avait tout essayé, psychologue pour enfants, nutritionniste, même un prêtre qui lui avait assuré que la prière aiderait. Rien n'avait fonctionné. Son fils s'éteignait lentement, et James se sentait impuissant à l'arrêter. Emma fouilla dans la poche de sa veste et en sortit un petit morceau de papier usé, qui avait été plié et déplié si souvent que les plis étaient blancs d'usure. Elle le tenait comme s'il était fait du matériau le plus précieux au monde. Ces mots, ma maman les a écrits pour moi avant que la maladie ne l'emporte. Elle a dit, même si je ne savais pas encore cuisiner, parce que j'étais trop petite, je devais les garder en sécurité pour quand j'apprendrais ou pour quand je rencontrerais quelqu'un qui en aurait besoin. Elle lissa soigneusement le papier sur la table entre eux. Mais la maman de ton petit garçon, elle t'a déjà appris les mots, n'est-ce pas, Tommy ? Elle les a juste enseignés d'une manière différente. Pour la première fois, les yeux de Tommy se posèrent sur le visage d'Emma, la voyant vraiment. Maman chante quand elle cuisine. Des chansons joyeuses, des chansons de cuisine. Oui. Le visage d'Emma s'illumina d'une joie sincère, comme si Tommy venait de résoudre le puzzle le plus important du monde. C'est exactement comme ça que l'amour entre. Elle chantait son amour directement dans la nourriture pendant qu'elle cuisinait. Chaque note était comme un petit câlin allant dans la soupe ou les biscuits ou ce qu'elle préparait. Mais maintenant, papa doit apprendre ses chansons pour que l'amour puisse revenir. James sentit sa gorge se nouer d'émotion. Sarah avait toujours chanté en cuisinant. De petites mélodies qu'elle fredonnait en coupant des légumes ou en remuant des sauces. Des chansons inventées sur ce qu'ils allaient dîner. Des rimes idiotes qui faisaient rire Tommy depuis sa chaise haute. Il avait adoré l'écouter, avait parfois dansé avec elle dans la cuisine, mais il n'avait jamais pris la peine de les apprendre lui-même. Après que le cancer l'eut emporté, il avait tout essayé, plats à emporter coûteux, chefs engagés, repas préparés des meilleurs restaurants de Seattle. Mais Tommy refusait tout ce qui ne venait pas de la main de sa mère. « Je ne connais pas ces chansons », admit James, la voix brisée par la honte et le regret. « Je n'ai jamais appris à cuisiner. Je travaillais toujours tard, concluant des affaires, bâtissant l'entreprise, et elle s'occupait de tout à la maison. Elle disait qu'elle aimait prendre soin de nous, alors je l'ai laissé faire. J'aurais dû apprendre. J'aurais dû faire attention. » L'expression d'Emma devint pensive, son jeune visage sérieux alors qu'elle considérait ce problème. « Peut-être que je pourrais aider. Je connais quelques chansons pour cuisiner que ma maman m'a apprises. Et si votre petit garçon aide à choisir les mots et se souvient des chansons de sa maman, peut-être que l'amour de sa maman trouvera un moyen de revenir à travers la nourriture. Une voix différente, mais le même amour. » L'espoir qui fleurissait dans la poitrine de James était presque douloureux. « Tu sais cuisiner ? Tu n'as que... Quel âge as-tu ? » 8 ans, dit doucement Emma, sa voix portant un poids d'expérience qu'aucun enfant de 8 ans ne devrait posséder. Quand on vit seul, on doit apprendre vite ou on ne mange pas. Mais je pense que la maman de Tommy était vraiment douée en cuisine, n'est-ce pas ? Je peux le dire à quel point sa nourriture lui manque. Tommy parla de nouveau, sa voix plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Maman fait la meilleure nourriture de tous les temps. Chante des chansons joyeuses. La cuisine sent bon. Maman rit quand la farine va partout. James regarda cet enfant incroyable qui avait réussi à faire parler son fils plus en 10 minutes qu'il ne l'avait fait en 2 mois de médecin et de spécialiste. Le lendemain matin, Emma attendait devant l'imposant bâtiment de verre où James travaillait, frissonnant sous la bruine de Seattle qui semblait s'infiltrer à travers chaque couche de ses vêtements inadéquats. Elle avait passé la nuit dans une embrasure de porte à 3 pâtés de maison de là, recroquevillée derrière des poubelles avec sa veste sur la tête, serrant le morceau de papier avec les recettes de sa mère, et se demandant si l'homme triste en costume cher reviendrait vraiment pour elle comme il l'avait promis. Les gens riches faisaient beaucoup de promesses, elle l'avait appris au cours de ces 2 années dans la rue.
Il voyait un enfant sans abri, ressentait un moment de culpabilité ou de pitié, offrait de l'aide, puis l'oubliait dès qu'ils étaient distraits par leur vraie vie. Mais quelque chose dans le désespoir des yeux de James Mitchell avait semblé différent. La façon dont il l'avait regardée quand Tommy avait réagi, comme si elle était une sorte de miracle au lieu d'une simple gamine des rues sales. À midi pile, comme il l'avait promis, une berline noire élégante s'arrêta au trottoir. James Mitchell en sortit, regardant nerveusement autour de lui jusqu'à ce qu'il repère sa petite silhouette blottie contre le mur de béton de la banque. Il portait un autre costume cher, bleu marine cette fois, mais ses cheveux semblaient avoir été passés dans ses mains toute la matinée. Emma, s'approcha-t-il prudemment comme si elle pouvait s'enfuir comme un animal effrayé. « Tu es venu. Je n'étais pas sûr. J'avais peur que tu ne me fasses pas confiance. » Elle se redressa malgré ses dents qui claquaient, essayant d'avoir l'air courageuse et capable au lieu de petite et effrayée. « J'ai dit que j'aiderais Tommy. Je tiens mes promesses. » Sa voix était stable, mais James pouvait voir la façon dont elle tremblait. De froid ou de nervosité, il ne pouvait le dire. James remarqua ses lèvres bleutées et la façon dont elle tremblait, son petit corps luttant clairement contre le froid de novembre. Sans hésiter, il retira son coûteux manteau de laine, un manteau qui coûtait probablement plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un mois, et l'enroula autour de ses épaules étroites. Il lui tombait jusqu'aux chevilles comme une robe royale, l'enveloppant complètement. « Mon appartement n'est qu'à quelques pâtés de maison d'ici, » dit-il doucement, posant une main protectrice sur son épaule alors qu'il commençait à marcher. « Tommy a demandé après toi toute la matinée. Il est avec sa nounou en ce moment, Madame Henderson. Elle est avec notre famille depuis la naissance de Tommy. Elle est tout aussi inquiète pour lui que moi. Peut-être plus. » Emma serra le manteau autour d'elle alors qu'il marchait dans le quartier chic du centre-ville, passant devant des boutiques et des galeries d'art qu'elle n'avait vues que de l'extérieur. Le manteau sentait le parfum cher et le succès, un monde complètement étranger à sa réalité. « Est-ce qu'il ne mange toujours rien ?» demanda-t-elle, bien qu'elle connaisse déjà la réponse d'après le regard hanté qui ne quittait jamais les yeux de James. « Rien. Hier, après notre rencontre, il a demandé de la nourriture de maman 3 fois de plus. Mais quand j'ai essayé de lui donner autre chose, même des choses que Sarah avait l'habitude de faire et que j'ai achetées dans des restaurants, la mâchoire de James se serra de frustration et d'impuissance. Il reste juste assis là, devenant plus petit chaque jour. Le pédiatre dit que nous devrons peut-être envisager une sonde d'alimentation bientôt si quelque chose ne change pas. Je ne peux pas. Je ne laisserai pas les choses en arriver là. Ils entrèrent dans un immeuble d'appartements de luxe avec des sols en marbre poli comme des miroirs et des lustres en cristal qui projetaient des motifs arc-en-ciel sur les murs. Emma n'avait jamais rien vu d'aussi beau, mais elle essaya de ne pas rester bouche bée comme une touriste alors qu'ils prenaient l'ascenseur jusqu'à l'étage du penthouse. Elle pouvait sentir le regard suspicieux du portier la suivre, se demandant probablement pourquoi un enfant sans abri accompagnait l'un des résidents les plus prestigieux de l'immeuble. L'ascenseur monta en douceur jusqu'au 20e étage et quand les portes s'ouvrirent, Emma entra dans un monde qui semblait sorti d'un film. L'appartement était immense, des fenêtres du sol au plafond donnant sur Elliott Bay, où les cargos ressemblaient à des jouets au loin. Des meubles de créateurs dans des tons crème et bleu doux remplissaient des pièces plus grandes que le refuge entier où elle avait brièvement séjourné. Mais malgré toute son élégance et sa richesse évidente, Emma pouvait sentir la tristesse qui flottait dans l'air, comme un brouillard épais, pesant sur tout ce qui était beau et le rendant creux. « Tommy » appela doucement James alors qu'ils entraient. « J'ai amené notre nouvel ami comme je l'avais promis. » Une femme aux cheveux gris sortit de ce qui ressemblait à une bibliothèque, son visage aimable gravé de profondes rides d'inquiétude. Elle portait une robe simple et un tablier, et ses yeux se remplirent immédiatement d'une préoccupation maternelle lorsqu'elle vit la petite silhouette d'Emma nageant dans le manteau de James. « Il est dans sa chambre, Monsieur Mitchell, » dit-elle calmement, sa voix portant un léger accent irlandais. « Il n'a même pas voulu regarder la soupe de poulet et nouilles que j'ai faite, son ancien plat préféré. Il a juste repoussé le bol et a de nouveau demandé la soupe de maman. » Ses yeux devinrent tristes en étudiant Emma. « Et qui est ce petit ange ?» Madame Henderson prit immédiatement Emma en charge avec l'efficacité de quelqu'un qui avait passé des décennies à s'occuper des autres. « Oh, ma pauvre chérie. Tu es gelée. Viens, nous allons te réchauffer correctement. » Mais Emma se retira doucement, ses yeux fixés sur le couloir où elle savait que Tommy attendait. « Puis-je le voir d'abord ? J'ai promis que je l'aiderais aujourd'hui, et les promesses sont très importantes. » James la conduisit dans un couloir bordé de photos de famille qui racontaient l'histoire de temps plus heureux.
Emma aperçut une belle femme aux longs cheveux noirs riant dans une cuisine ensoleillée, de la farine sur les mains alors qu'elle cuisinait avec un Tommy beaucoup plus jeune. La même femme tenant bébé Tommy dans une chambre d'hôpital, tous deux rayonnant de joie. Les trois sur ce qui ressemblait à des vacances à la plage, James poussant Tommy sur une balançoire tandis que Sarah immortalisait le moment, son sourire radieux de contentement. Chaque photo était une fenêtre sur un monde qui avait été parfait jusqu'à ce que le cancer le brise en morceaux. La chambre de Tommy était peinte avec des animaux de la jungle joyeux et remplie de jouets coûteux qui semblaient à peine touchés. Le garçon de 4 ans était assis dans le coin le plus éloigné, le dos à la porte, entouré de livres et de puzzles qui ne l'intéressaient pas. Ses petites épaules étaient voûtées d'une manière qui le faisait paraître encore plus petit qu'il ne l'était. « Salut, Tommy », dit doucement Emma, s'installant en tailleur sur le tapis à une distance respectueuse. Elle ne se précipita pas vers lui ni n'essaya de forcer une interaction comme l'avaient fait les médecins bien intentionnés. « J'ai apporté le papier spécial de ma maman comme je l'avais promis. Veux-tu voir les mots magiques ?» Lentement, comme une fleur se tournant vers la lumière du soleil, Tommy se tourna pour lui faire face. Son visage était visiblement plus mince qu'hier, des cernes sous les yeux le faisant ressembler à un minuscule vieil homme portant des fardeaux trop lourds pour son âge. Emma déplia soigneusement son précieux morceau de papier, le lissant sur le tapis moelleux entre eux. « Celui-ci est vraiment spécial. Ma maman l'appelait la soupe rayon de soleil parce qu'elle disait qu'elle pouvait mettre du vrai soleil dans ton cœur quand tu te sens sombre à l'intérieur. » Tommy rampa plus près, attiré par le mystère du papier usé et l'autorité douce dans la voix d'Emma. « Qu'est-ce que ça dit ?»« Eh bien, » commença Emma, pointant les marques de crayon délavées. « D'abord, tu dois te présenter à tous les ingrédients. Tu dis aux carottes à quel point elles sont belles et vives. Tu remercies le poulet d'être courageux et fort, et tu fais savoir au céleri que tu apprécies à quel point il a décidé d'être frais et vert, juste pour ta soupe. » Les yeux de Tommy s'écarquillèrent légèrement. « On parle à la nourriture ? » ?»« Bien sûr. La nourriture a des sentiments, tout comme les gens. Quand quelqu'un te dit des méchancetés, ça te blesse et ça te rend triste, n'est-ce pas ? Eh bien, la nourriture, c'est pareil. Si tu l'ignores ou si tu la prends sans dire merci, elle ne veut pas t'aider à te sentir mieux. Mais si tu es gentil et reconnaissant, elle veut partager toute sa bonne énergie avec toi. » James s'agenouilla à côté d'eux, regardant cette incroyable interaction se dérouler. Sa formation en affaires lui disait que c'était absurde. Mais Tommy était plus engagé qu'il ne l'avait été depuis la mort de Sarah. « Ma maman faisait ça aussi », murmura Tommy, un fantôme d'excitation dans la voix. Elle disait « Bonjour, jolie tomate, et merci, oignon fort », quand elle cuisinait. Je pensais qu'elle était juste idiote. Elle n'était pas idiote du tout, dit sérieusement Emma. Elle faisait la partie la plus importante de la cuisine, mettre de l'amour dans la nourriture. Et il y a autre chose de très important. Elle se pencha plus près, d'un air conspirateur. Quand tu remues la soupe, tu dois chanter des chansons sur toutes les personnes que tu aimes. C'est comme ça que l'amour se mélange à toutes les saveurs. La petite main de Tommy s'étendit timidement pour toucher le papier. Quel genre de chanson ? Le visage d'Emma s'éclaira d'inspiration. N'importe quelle chanson qui réchauffe ton cœur. Des chansons sur ta maman. Des chansons sur ton papa. Des chansons sur le fait de se sentir en sécurité et heureux. La soupe ne se soucie pas si tu es un bon chanteur. Elle se soucie juste que les chansons viennent de ton cœur. Maman chantait sur moi quand elle cuisinait, dit Tommy, sa voix devenant plus forte. Elle inventait des chansons avec mon nom dedans. Des chansons idiotes qui me faisaient rire. Parfait. Ce sont exactement les bonnes sortes de chansons. Tu t'en souviens ? Tommy réfléchit longuement, le front plissé de concentration. Puis, avec hésitation, il commença à fredonner une simple mélodie. Tommy, Tommy, qui grandit fort. Maman t'aime tout au long du jour. James sentit les larmes lui monter aux yeux. C'était la voix de Sarah qu'il entendait, la même mélodie, le même rythme qu'elle avait utilisé lors d'innombrables préparations de dîner. Ce soir-là, après que Madame Henderson eut insisté pour donner à Emma un bain chaud et trouver certains des vêtements trop petits de Tommy qui pourraient convenir à sa petite taille, la fillette s'assit à l'îlot de la cuisine, se sentant plus humaine qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Le pyjama doux sentait l'adoucissant et le confort, des luxes dont elle avait presque oublié l'existence. Tommy apparut à côté d'elle, serrant un éléphant en peluche qui semblait bien aimé. « Emma » murmura-t-il, jetant un coup d'œil vers le salon où son père terminait un appel de travail. « Veux-tu dormir dans ma chambre ce soir ? J'ai très peur quand il fait noir,
et papa a l'air triste quand je me réveille en pleurant. James termina son appel et s'approcha d'eux, entendant la demande. Son premier réflexe fut de s'y opposer. Cet enfant était encore essentiellement une étrangère, malgré l'effet miraculeux qu'elle avait eu sur Tommy. Mais quelque chose dans la voix de son fils, la première demande qu'il avait faite depuis la mort de Sarah, arrêta les mots avant qu'ils ne puissent se former. « Est-ce que ça te conviendrait, Emma ?» demanda James prudemment. « Nous avons des chambres d'amis. Si tu préfères ton propre espace ?» Emma secoua immédiatement la tête. « Si Tommy a besoin de moi près de lui, alors c'est là que je devrais être. Quand j'étais petite et que j'avais peur, ma maman disait que parfois le meilleur remède est juste de savoir que quelqu'un qui se soucie de vous est à proximité. » Ils installèrent un nid douillet sur le sol de la chambre de Tommy en utilisant les couvertures les plus douces que Madame Henderson put trouver, ainsi que des oreillers qui ressemblaient à des nuages. Alors qu'il s'installait pour la nuit, Tommy parla depuis son lit en forme de voiture de course, sa voix petite dans l'obscurité. « Emma, ma maman me chantait pour m'endormir tous les soirs. Elle disait que les chansons éloigneraient les mauvais rêves et rempliraient ma tête de pensées heureuses. Connais-tu des berceuses ?» Emma réfléchit un instant, puis commença à fredonner doucement, une mélodie que sa propre mère avait chantée pendant ses dernières semaines à l'hôpital, lorsque les analgésiques ne pouvaient pas chasser toute la peur. L'air était simple mais d'une beauté déchirante, rempli d'amour, de réconfort et de la promesse que demain pourrait être meilleur qu'aujourd'hui. « Du soleil dans tes rêves, petit », chanta-t-elle tranquillement, sa jeune voix pure et douce dans l'obscurité. « Les rayons de lune te gardent en sécurité jusqu'au matin. Les anges veillent sur ton sommeil. L'amour t'entoure profondément jusqu'à ce que le lever du soleil te réveille de ton sommeil paisible. » Depuis l'embrasure de la porte, James écoutait, les larmes coulant sur son visage. Ce n'était pas exactement la même mélodie que Sarah chantait, mais c'était proche. Si proche qu'il avait l'impression que l'esprit de sa femme était en quelque sorte présent dans la voix de cet enfant remarquable. La mélodie portait le même rythme doux que Sarah avait fredonné en berçant Tommy bébé, en préparant le dîner, en combattant le cancer avec grâce et courage pendant ces derniers mois. « Comment connais-tu cette chanson ?» murmura-t-il en entrant dans la pièce. La voix d'Emma était somnolente, mais certaine. Toutes les mamans la connaissent d'une manière ou d'une autre. La mienne me l'a apprise quand j'étais très petite, avant même de comprendre ce que les mots signifiaient. La maman de Tommy la chantait probablement aussi. Peut-être avec des mots différents, mais le même cœur. C'est la chanson qui relie tout l'amour dans le monde. Celle qui nous rappelle que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Pour la première fois en 2 mois, Tommy s'endormit sans pleurer, sa respiration profonde et paisible alors que la mélodie l'enveloppait comme une couverture de berceuse. James resta longtemps dans le couloir après que les 2 enfants eurent commencé à respirer profondément, sentant quelque chose qu'il pensait avoir perdu pour toujours commencer à s'agiter dans son cœur. Cette petite fille, cet enfant courageux et improbable qui était apparu dans leur vie comme une réponse à des prières qu'il avait eu peur de formuler, avait ramené la musique dans leur maison silencieuse en seulement 2 jours. Le lendemain matin, il décida qu'ils cuisineraient ensemble. Emma leur apprendrait à canaliser l'amour de Sarah à travers des mains différentes et une voix différente, et peut-être, d'une manière ou d'une autre, pourraient-ils tous réapprendre à vivre au lieu de simplement survivre. Mais alors qu'il se dirigeait finalement vers sa propre chambre vide, James ne pouvait se défaire du sentiment qu'il y avait plus dans l'histoire d'Emma qu'elle n'en avait partagé. La façon dont elle connaissait cette mélodie, la sagesse dans ses yeux de 8 ans, la coïncidence de les avoir trouvés exactement au moment où ils avaient le plus besoin d'elle. Cela ressemblait à plus que de la chance. Cela ressemblait au destin, comme si Sarah elle-même avait envoyé cet enfant pour sauver la famille qu'elle avait dû laisser derrière elle. Le lendemain matin, Emma se réveilla pour trouver Tommy assis près de la grande fenêtre de sa chambre, regardant l'horizon de Seattle avec plus de vivacité et de concentration qu'il n'en avait montré depuis des semaines. La lumière du matin attrapait les paillettes dorées de ses yeux bruns, des yeux qui ressemblaient tellement à ceux de sa mère sur les photographies qui bordaient le couloir. Quand il la vit s'agiter dans son nid de couverture, il sourit réellement. Une petite expression hésitante qui transforma tout son visage et fit bondir son cœur d'espoir. « Bonjour, Tommy. As-tu mieux dormi cette nuit ?» Il hocha la tête avec empressement, puis fit une pause, son expression devenant pensive. « Emma, la nuit dernière, j'ai fait le rêve le plus merveilleux de maman. Elle était dans notre ancienne cuisine, celle que nous avions avant de déménager dans ce grand appartement, et elle cuisinait et chantait comme avant. Elle avait l'air si heureuse et en bonne santé, pas malade comme à la fin. » Emma s'assit immédiatement, intéressée. Les rêves de parents perdus étaient des choses sacrées, à ne pas rejeter ou minimiser.
Qu'a-t-elle dit dans le rêve? Elle a dit, la voix de Tommy devint basse d'émerveillement. Elle a dit que tu allais apprendre à papa ses chansons, mais d'une manière différente. Elle a dit que parfois l'amour doit trouver de nouvelles voies pour continuer, et qu'elle t'avait spécialement choisi pour nous aider à nous souvenir comment être heureux à nouveau. Emma sentit la chair de poule lui monter le long des bras. Cela ressemble à un rêve très important, Tommy. Je pense que ta maman te disait quelque chose de réel. James apparut dans l'embrasure de la porte, déjà habillé pour ce qui aurait dû être une autre journée au bureau, mais portant une tasse de café et ayant l'air plus reposé qu'il ne l'avait été depuis des mois. Des cernes sombres ombraient encore ses yeux, mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture, moins vaincu, plus plein d'espoir. En fait, annonça-t-il, j'ai appelé mon bureau tôt ce matin et j'ai libéré tout mon emploi du temps. Je prends ma journée. Je veux apprendre à faire cette soupe rayon de soleil. Et je veux apprendre de la bonne manière, avec des chansons, de la gratitude et tous les mots spéciaux que la mère d'Emma a écrits. 1 heure plus tard, ils se tenaient tous les trois dans la cuisine immaculée que Sarah avait conçue avec tant d'amour et de soin, mais que James avait à peine utilisée depuis sa mort. Les comptoirs en granit brillaient sous les suspensions, et chaque appareil était haut de gamme, mais la pièce était restée froide et sans vie pendant des mois, jusqu'à maintenant. Emma avait soigneusement disposé le papier de recette de sa mère sur le comptoir, ses bords usés et ses marques de crayons délavés semblant humbles mais précieux contre la surface coûteuse. Madame Henderson avait rassemblé tous les ingrédients nécessaires, les arrangeant comme la palette d'un artiste, des carottes orange vif, des branches de céleri croquantes, un poulet entier qui semblait frais de la ferme, des herbes qui remplissaient l'air d'une promesse terreuse. Maintenant, souvenez-vous, expliqua Emma avec le sérieux d'un grand chef instruisant ses élèves, la cuisine ne consiste pas seulement à suivre des instructions. Il s'agit de se lier d'amitié avec sa nourriture et d'inviter l'amour à chaque étape. Tommy, prends une carotte et dis-lui quelque chose de gentil, quelque chose qui vient de ton cœur. Tommy éclata de rire. Le premier rire sincère que James avait entendu de lui depuis la mort de Sarah. Un son si beau qu'il lui fit mal à la poitrine de soulagement. Bonjour, carotte. Tu es très orange et jolie. Et je parie que tu as poussé très fort pour être si parfaite pour notre soupe. Merveilleux. Maintenant, papa, essaie avec le céleri. N'y pense pas trop. Dis simplement ce qui te semble juste. James se sentit absolument ridicule de parler à des légumes, mais l'espoir qui brillait dans les yeux de son fils le rendit prêt à tout essayer. Bonjour céleri. Merci d'être si frais et vert et d'avoir grandi au soleil pour nous aider à faire quelque chose de spécial aujourd'hui. Emma hocha la tête avec approbation. Parfait. Vous êtes tous les deux des naturels. Maintenant, nous commençons la cuisson proprement dite. Mais voici la partie la plus importante. Tommy, te souviens-tu des chansons que ta maman chantait en cuisinant? Même fredonner les airs serait parfait. Tommy ferma les yeux, se concentrant intensément. Puis il commença à fredonner avec hésitation, sa petite voix portant une mélodie qui coupa le souffle de James. C'était le même air qu'Emma avait chanté la nuit précédente, mais avec le rythme de Sarah, les pauses de Sarah, la joie de Sarah tissée à travers chaque note. Lentement, des mots commencèrent à émerger. En remuant, l'amour entre. Réchauffe mon bébé de l'intérieur. Les carottes dansent, le céleri aussi. Faisant de la soupe pour moi et pour toi. Le souffle de James se coupa complètement. C'était exactement comme Sarah chantait en préparant leur dîner du dimanche. Sa voix remplissant la cuisine de chaleur et de contentement. C'est ça. Emma frappa dans ses mains de joie. C'est la chanson d'amour de ta maman. Maintenant, nous chantons tous ensemble pendant que nous cuisinons, et la soupe aura le goût de l'amour parce que nous mettons de l'amour en la faisant. Alors qu'ils coupaient, remuaient et chantaient ensemble, quelque chose de vraiment magique commença à se produire. La cuisine se remplit d'une chaleur qui n'avait rien à voir avec la chaleur de la cuisinière. Tommy aidait à mesurer les ingrédients avec une précision minutieuse, James chantait faux, mais de tout son cœur, et Emma les dirigeait comme un minuscule chef d'orchestre, les gardant tous en harmonie. Lorsque la soupe fut enfin prête, remplissant la cuisine d'un arôme qui sentait le réconfort et le foyer, Tommy prit sa première bouchée volontaire de nourriture en 2 mois. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise et de joie. « Ça a le goût de l'amour de maman », murmura-t-il avec émerveillement, puis il mangea rapidement un bol entier sans s'arrêter. James était si submergé de soulagement et de gratitude qu'il dut s'asseoir, les mains tremblantes alors que le poids de 2 mois d'inquiétude commençait enfin à se lever de ses épaules. « Emma, je ne sais pas comment te remercier, dit-il, la voix épaisse d'émotion. Tu m'as rendu mon fils. Tu as sauvé notre famille.
Mais alors même que les mots quittaient sa bouche, son téléphone sonna avec un bip électronique intrusif. Madame Henderson y répondit dans la pièce voisine, et James put entendre sa voix devenir préoccupée, puis alarmée. Elle revint dans la cuisine avec une expression profondément troublée, son visage pâle d'inquiétude. Monsieur Mitchell, c'était quelqu'un des services de protection de l'enfance. Il mène une recherche active pour un enfant disparu, une fillette de 8 ans nommée Emma qui a disparu d'une famille d'accueil il y a 3 semaines. Il demande à tous les hôpitaux, refuges et centres communautaires de garder un œil ouvert. Ils ont dit qu'elle est considérée comme étant à risque et qu'ils sont très inquiets pour sa sécurité. Emma se figea complètement, sa cuillère à mi-chemin de sa bouche, son visage soudainement sur la défensive. James regarda de Madame Henderson à Emma, son esprit tournant à plein régime avec des implications et des questions auxquelles il n'était pas sûr de vouloir des réponses. « Emma, y a-t-il quelque chose que tu dois nous dire ?» Emma posa sa cuillère avec des mains tremblantes, ses yeux passant de James à Madame Henderson comme un animal acculé calculant des voies de fuite. La chaleur qui avait rempli la cuisine quelques instants auparavant devint soudainement étouffante, et le bel appartement qui avait semblé être un sanctuaire ressemblait maintenant à un piège. « Je ne voulais pas mentir », murmura-t-elle, sa voix si petite qu'elle était à peine audible. Je ne pouvais pas y retourner, pas à cet endroit. » Ses épaules se mirent à trembler, et les larmes qu'elle avait retenues pendant des semaines finirent par couler. La famille d'accueil était censée être temporaire, juste jusqu'à ce qu'il me trouve une vraie famille. Mais il y avait tellement d'enfants et jamais assez de nourriture. Et l'homme qui la dirigeait? Elle enroula ses bras autour d'elle, paraissant soudain encore plus petite que ses 8 ans. Il disait des choses, faisait des choses, obligeait certaines des filles plus âgées à faire des choses qu'elles ne voulaient pas faire. Quand j'ai essayé de le dire à l'assistante sociale, elle a dit que j'inventais des histoires pour attirer l'attention. Elle a dit, les enfants à problème accusent toujours les autres de leur situation. James sentit la rage monter dans sa poitrine. Pas contre Emma, mais contre un système qui avait si complètement échoué à protéger cet enfant remarquable. Emma, tu es en sécurité ici. Nous ne laisserons personne te faire de mal. Mais ils vont me forcer à y retourner, dit Emma, la voix brisée. Ils forcent toujours les enfants à y retourner. Et s'ils découvrent que je me suis enfui, ils m'enverront quelque part de pire. Ils ont dit que si je causais d'autres problèmes, je finirais en centre de détention pour mineurs jusqu'à mes 18 ans. Tommy, qui avait écouté avec de grands yeux, prit soudain la parole avec plus de détermination que James ne lui en avait entendu depuis la mort de Sarah. « Papa, on ne peut pas les laisser emmener Emma. Elle m'a sauvé. Elle a ramené les chansons de maman. On doit la protéger maintenant. » Madame Henderson, qui avait élevé 3 enfants et comprenait les complexités du système, parla prudemment. « Monsieur Mitchell, il y a des procédures légales que nous devons suivre. Mais peut-être pourrions-nous explorer d'autres options. Emma a clairement besoin d'un foyer stable, et elle a fait plus pour Tommy en 3 jours que des mois de thérapie n'ont réussi à faire. » L'esprit de James parcourut les possibilités. Sa richesse et ses relations pouvaient ouvrir des portes, mais la situation d'Emma était compliquée. Elle n'était pas seulement une fugueuse. Elle était une pupille de l'État avec un historique documenté de problèmes de comportement, selon son dossier. « Emma, dit-il doucement, s'agenouillant à sa hauteur, je veux que tu m'écoutes très attentivement. Je vais appeler mon avocat, le meilleur avocat en droit de la famille de Seattle. Nous allons trouver un moyen de te garder en sécurité et de te garder ici si c'est ce que tu veux. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance et que tu sois complètement honnête sur tout ce qui s'est passé. » Emma le regarda dans les yeux, cherchant tout signe de tromperie ou de fausses promesses. Elle avait appris à ne pas faire confiance facilement aux adultes, mais quelque chose dans l'expression de James lui rappelait son propre père avant que le chagrin ne le brise. « Il y a autre chose, dit-elle doucement. Quelque chose que je ne vous ai pas dit. Pourquoi j'étais vraiment dans ce café quand je vous ai trouvé, toi et Tommy ?» James attendit patiemment, sentant que c'était important. « Je ne cherchais pas seulement de la nourriture. Je le cherchais. Lui, Tommy. » Elle sortit une coupure de journal de la poche de sa veste, usée par la manipulation. C'était un article sur la mort de Sarah Mitchell, avec une photo de la famille. J'ai vu cet article il y a 3 semaines quand quelqu'un a laissé un journal sur un banc de parc. Quand j'ai lu que Tommy avait arrêté de manger après la mort de sa maman, j'ai su que je devais le trouver. Madame Henderson eut un petit hoquet de surprise. « Tu nous cherchais spécifiquement ?» Emma hocha la tête. « Ma maman disait toujours que ces recettes étaient destinées à être partagées avec les enfants qui en avaient besoin.
Quand j'ai lu l'article sur Tommy, j'ai eu l'impression que ma maman me disait que c'était lui que je devais aider. Je surveille votre immeuble depuis des jours, attendant le bon moment. James dévisagea cet enfant extraordinaire qui avait orchestré leur rencontre avec la sagesse de quelqu'un bien au-delà de son âge. C'est incroyable. Mais comment savais-tu que nous serions à ce café en particulier? Je vous ai suivi depuis votre immeuble ce matin-là. Je pouvais voir à quel point vous étiez tristes tous les deux, et je savais que Tommy ne mangeait pas à voir sa maigreur quand vous êtes entrés dans le café. Je pouvais voir à travers la vitre que vous pleuriez tous les deux. C'est là que j'ai su que c'était le moment. Le téléphone sonna de nouveau, perçant le moment d'émotion. Madame Henderson répondit avec une expression inquiète, puis couvrit le combiné. C'est encore les services de protection de l'enfance. Ils veulent vous parler directement, Monsieur Mitchell. Ils disent avoir des raisons de croire qu'Emma pourrait être dans cette zone. Le visage d'Emma devint blanc de terreur. Ils m'ont trouvé. Ils vont m'emmener. James se leva, la mâchoire serrée de détermination. Pas si j'ai mon mot à dire. James prit le téléphone avec la confiance d'un homme habitué aux négociations à enjeux élevés, mais ses instincts protecteurs envers Emma rendirent sa voix tranchante, pleine d'une colère à peine maîtrisée. « Ici James Mitchell », dit-il sèchement dans le combiné. « Monsieur Mitchell, ici Sandra Williams des services de protection de l'enfance. Nous menons une recherche pour un enfant disparu, et nous avons des informations selon lesquelles vous auriez eu un contact avec elle, Emma Patterson, 8 ans, cheveux bruns, petite pour son âge, disparue d'une famille d'accueil depuis 3 semaines. » James regarda Emma, qui était pressée contre Tommy, les deux enfants s'accrochant l'un à l'autre avec une peur désespérée. « Et qu'est-ce qui vous fait penser que j'aurai des informations sur cet enfant? Nous avons enquêté dans les quartiers chics où un enfant sans abri pourrait chercher de l'aide. Le portier de votre immeuble a mentionné vous avoir vu avec une jeune fille hier. Nous devons vous parler immédiatement. » Je vois. Et qu'est-il arrivé exactement à cet enfant pendant qu'elle était sous votre garde qui l'a fait sentir que s'enfuir était plus sûr que de rester dans le système? Il y eut une pause. Monsieur Mitchell, je n'apprécie pas votre ton. Nous essayons de localiser un enfant vulnérable qui pourrait être en danger dans la rue. Si vous avez des informations? Madame Williams, interrompit James, sa voix prenant le ton autoritaire qu'il utilisait en conseil d'administration. Je vais vous arrêter tout de suite. Avant de poursuivre cette conversation, je veux que vous sachiez que j'enregistre cet appel et que mon avocat sera présent pour toute discussion ultérieure. Si vous voulez continuer, vous pouvez rappeler dans 2 heures. Il raccrocha sans attendre de réponse. Emma le regarda avec stupéfaction. Vous leur avez raccroché au nez. Ça ne va pas les rendre plus méfiants? Probablement, admit James, mais cela nous donnera aussi le temps d'obtenir une représentation légale appropriée. Emma, j'ai besoin que tu me dises tout sur la famille d'accueil. Nom, adresse, incident spécifique. Mon avocat doit savoir exactement à quoi nous avons affaire. Au cours de l'heure suivante, Emma partagea à contre-cœur des détails qui firent bouillir le sang de James. Le père d'accueil, Robert Andry, dirigeait ce qui était essentiellement un centre de profit déguisé en garderie. 23 enfants entassés dans une maison conçue pour une famille de 4. Nourriture minimale, aucune supervision et comportement inapproprié que les assistantes sociales débordées ne voyaient pas ou choisissaient d'ignorer. Le pire, dit doucement Emma, c'était de voir les petits pleurer leur vraie famille alors que personne ne se souciait assez de les réconforter. Certains de ces enfants étaient là depuis des années, simplement oubliés. Madame Henderson essuya des larmes de ses yeux. Ce n'est pas une façon de vivre pour un enfant. Tommy, qui avait écouté attentivement, prit soudain la parole. Papa, si Emma doit y retourner, ne pourrions-nous pas l'adopter comme on adopte des chiots au refuge? L'innocence de la question frappa James comme un coup physique. C'est plus compliqué que ça, mon fils. Mais il regarda Emma, qui le fixait avec un espoir prudent, mais peut-être pas impossible. Le téléphone de James vibra avec un SMS de son avocat, confirmant qu'il serait là dans l'heure. Mais avant qu'il ne puisse répondre, l'interphone de l'immeuble crépita. Monsieur Mitchell, la voix du portier était tendue d'anxiété. Il y a 2 personnes ici des services de protection de l'enfance. Elles disent devoir vous parler immédiatement d'une affaire urgente concernant un enfant disparu. Emma se redressa d'un bond, la terreur peinte sur son visage. Ils sont là. Ils vont m'emmener tout de suite. James se dirigea vers l'interphone. Dites-leur que mon avocat sera bientôt là et qu'ils peuvent attendre dans le hall en attendant. Monsieur,
Ils disent avoir une ordonnance du tribunal pour le retrait immédiat de tout enfant mineur trouvé sur les lieux qui correspond à la description de l'enfant disparu. Emma pleurait maintenant ouvertement, s'accrochant à Tommy, qui commençait aussi à paniquer. « S'il vous plaît, ne les laissez pas m'emmener. S'il vous plaît, je serai sage. Je ferai tout ce que vous voulez. Ne me faites juste pas y retourner. » James sentit quelque chose de féroce et de protecteur monter dans sa poitrine. Le même sentiment qu'il avait eu à la naissance de Tommy, lorsque Sarah avait été diagnostiquée, lorsque sa famille avait besoin qu'il soit fort. « Emma, écoute-moi. Je te promets que je ne les laisserai pas te ramener dans un endroit où tu n'es pas en sécurité. Me fais-tu confiance ?» À travers ses larmes, Emma hocha la tête. « Bien. » Madame Henderson, emmenez les 2 enfants dans la chambre de Tommy et verrouillez la porte. N'ouvrez à personne sauf à moi. Emma, souviens-toi de ce que tu as dit à Tommy à propos de l'amour de sa mère qui reste dans la nourriture. Eh bien, parfois, les adultes doivent être courageux pour protéger les gens qu'ils aiment. C'est ce que je vais faire maintenant. Alors que Madame Henderson éloignait les enfants, James ajusta sa cravate et se prépara pour la négociation la plus importante de sa vie. Mais juste au moment où il tendait la main vers l'interphone pour laisser monter les assistantes sociales, son téléphone sonna avec un appel qui allait tout changer. L'identifiant de l'appelant montrait un numéro qu'il ne reconnaissait pas, mais quand il répondit, la voix à l'autre bout du fil lui glaça le sang. « Est-ce James Mitchell ? Ici le détective Ray Martinez du Seattle PD. Nous devons vous parler immédiatement d'Emma Patterson. Nous avons de nouvelles informations sur son cas qui changent tout. » James serra plus fort le téléphone, son cœur battant la chamade. « Détective Martinez, je vous écoute. » Monsieur Mitchell, nous venons d'arrêter Robert Andry, le parent d'accueil responsable d'Emma Patterson. Nous avons des preuves d'abus et de négligence systématique impliquant plusieurs enfants sous sa garde. Emma ne fuyait pas seulement. Elle fuyait une situation dangereuse que nous traitons maintenant comme une affaire criminelle. Le soulagement et la fureur se livraient bataille dans la poitrine de James. Quel genre de preuves ? Je ne peux pas vous donner tous les détails par téléphone, mais nous avons des témoignages de plusieurs autres enfants, des dossiers financiers montrant des fraudes et des preuves physiques de conduite inappropriée. Les allégations d'Emma, qui ont été rejetées par son assistante sociale, sont maintenant au centre de notre enquête. Nous devons lui parler, mais en tant que témoin, pas en tant que fugueuse. James entendit l'interphone sonner à nouveau. Les assistantes sociales en bas s'impatientaient. « Détective, il y a des agents du CPS ici en ce moment qui essaient de la ramener dans le système. Quelles sont mes options ? Ne les laisser l'emmener nulle part jusqu'à ce que j'arrive. Emma est un témoin clé dans une enquête criminelle en cours, et sa sécurité est notre principale préoccupation. Je suis à 10 minutes. » James appela immédiatement Madame Henderson. « Changement de plan. Gardez les enfants où ils sont, mais nous pourrions avoir de bonnes nouvelles. » Il appuya sur le bouton de l'interphone. « Ici James Mitchell. Je comprends que vous êtes ici pour Emma Patterson. Cependant, je viens d'être contacté par le détective Martinez de la police de Seattle concernant cette affaire. L'enfant est maintenant considéré comme un témoin protégé dans une enquête criminelle. Vous devrez vous coordonner avec le détective avant de prendre toute mesure. » Il y eut une longue pause. « Monsieur Mitchell, nous avons nos ordres ? Et j'ai les miens du département de police de Seattle. Le détective Martinez sera là dans 10 minutes pour expliquer la situation. Vous êtes les bienvenus pour attendre dans le hall. » James raccrocha et se rendit dans la chambre de Tommy où il trouva Emma apprenant à Tommy un jeu de main pour le distraire du stress. Sa résilience l'étonnait, même dans son moment de plus grande peur, elle prenait soin de son fils. « Emma, dit-il doucement, j'ai des nouvelles. La police a arrêté l'homme qui te faisait du mal, à toi et aux autres enfants de la famille d'accueil. Tu n'as pas d'ennui. Tu es une héroïne pour avoir parlé de ce qui se passait. » Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. « Ils ont arrêté Monsieur Andry ? Vraiment ? Vraiment. Et le détective Martinez veut te parler, mais en tant que quelqu'un qui aide à résoudre un crime, pas comme quelqu'un qui a fait quelque chose de mal. » Pour la première fois depuis le début des appels téléphoniques, Emma sourit. « Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas à y retourner ? Ça veut dire que nous avons des options maintenant. Des options légales. Et Emma, il y a quelque chose que je veux te demander, mais je veux que tu y réfléchisses attentivement. » Tommy bondit avec enthousiasme. « Tu vas lui demander ce que je pense que tu vas lui demander ? » James s'agenouilla pour être à la hauteur des 2 enfants. « Emma, ces derniers jours, tu es devenue une partie de notre famille. Tu as sauvé Tommy.
tu as ramené la musique dans notre maison. Et tu as montré plus de courage et de sagesse que beaucoup d'adultes que je connais. Je sais que tout cela se passe très vite, mais comment te sentirais-tu à l'idée de rester avec nous? Pas seulement pour quelques jours, mais de façon permanente. Emma le regarda en état de choc. Vous voulez dire comme une vraie famille? Pour toujours? Comme une vraie famille. Pour toujours. Je devrais déposer des papiers d'adoption et il y aura des procédures légales à suivre. Mais mon avocat pense que nous avons un dossier solide, surtout avec les accusations criminelles contre votre ancien placement en famille d'accueil. Les yeux d'Emma se remplirent de larmes, mais pour la première fois, c'étaient des larmes de joie. Vous me voulez vraiment, même si je ne suis qu'une gamine des rues sans rien à offrir. James sentit ses propres yeux s'embuer. Emma, tu as sauvé la vie de mon fils. Tu as ramené l'amour dans notre maison alors que je pensais qu'il était parti pour toujours. Tu as tout à offrir. Tommy sauta de haut en bas. Dis oui, Emma. Dis oui. On peut être frères et sœurs, et tu pourras m'apprendre d'autres chansons de cuisine et on pourra s'occuper de papa ensemble. Juste à ce moment-là, la sonnette retentit. James vérifia le moniteur de sécurité. Un homme avec un badge de détective se tenait dehors, ainsi que les 2 assistantes sociales qui semblaient beaucoup moins confiantes qu'auparavant. C'est le détective Martinez. Emma, es-tu prête à raconter ton histoire à quelqu'un qui t'écoutera et te croira vraiment? Emma redressa ses petites épaules avec détermination. Je suis prête. James, merci d'être le premier adulte qui a voulu me protéger au lieu de me contrôler. Alors que James ouvrait la porte pour laisser entrer le détective, il ne put s'empêcher de penser à Sarah et à quel point elle serait fière de la famille qu'ils étaient en train de construire. Emma était entrée dans leur vie comme une réponse à des prières. Mais peut-être, juste peut-être, était-il la réponse aux siennes. Le détective Martinez était un homme d'une 40aine d'années au visage aimable qui mit immédiatement Emma à l'aise. Bonjour, Emma. J'ai entendu dire que tu es une fille très courageuse qui nous a aidés à découvrir des informations importantes sur des enfants qui avaient besoin de protection. Mais alors que le détective commençait à expliquer la situation aux assistantes sociales, son téléphone sonna. Son expression devint sérieuse en écoutant. Puis il regarda directement James avec une expression de surprise et d'inquiétude. Monsieur Mitchell, c'était mon partenaire. Nous avons découvert quelque chose d'inattendu sur les antécédents d'Emma que vous devez savoir immédiatement. Le détective Martinez regarda directement Emma avec des yeux doux mais sérieux. Emma, nous avons enquêté sur ton cas, et nous avons découvert quelque chose sur ton histoire familiale qui change tout. Ton père, celui que tu pensais avoir abandonné après la mort de ta mère, il n'a pas simplement disparu parce qu'il ne pouvait pas faire face au deuil. Le visage d'Emma pâlit. Qu'est-ce que vous voulez dire? 3 mois après le décès de ta mère, ton père a eu un grave accident de voiture. Il est dans un centre de soins spécialisé à Portland, en convalescence d'un traumatisme crânien. Il demande de tes nouvelles tous les jours depuis qu'il a repris connaissance il y a 6 mois, mais l'hôpital et les services sociaux ont perdu ta trace quand tu es entré en famille d'accueil. La pièce tomba dans un silence complet. James sentit le sol se dérober sous ses pieds en réalisant ce que cela signifiait. Mon papa est vivant? La voix d'Emma était à peine un murmure. Non seulement vivant, mais se battant chaque jour pour être assez bien pour s'occuper de toi à nouveau. Les médecins disent qu'il a fait des progrès remarquables. Sa parole est revenue, sa mémoire s'améliore et ses fonctions motrices sont presque revenues à la normale. Il travaille avec des assistants sociaux pour essayer de te localiser. Emma se mit à trembler. Il me veut. Emma, ton père n'a jamais cessé de te vouloir. Quand il s'est réveillé et a appris que tu avais été placée en famille d'accueil, il a commencé une thérapie de réadaptation avec une détermination que les médecins n'avaient jamais vue. Il a travaillé à 2 emplois depuis son lit d'hôpital, la kinésithérapie pour récupérer son corps et le plaidoyer juridique pour récupérer sa fille. James sentit son cœur se briser et s'envoler simultanément. C'était une nouvelle merveilleuse pour Emma, mais cela signifiait la perdre juste au moment où elle était devenue une partie de leur famille. Il y a plus, continua le détective Martinez. Votre père a suivi les reportages sur la situation de Tommy. Quand il a vu l'article sur un garçon qui ne voulait pas manger après avoir perdu sa mère, il a dit à son assistante sociale que cela ressemblait à quelque chose que sa Emma voudrait aider à faire. Il a prié pour que vous trouviez votre chemin vers une famille qui avait besoin de votre don spécial pour cuisiner et prendre soin des gens. Emma avait l'air confuse. Il savait pour Tommy? Il ne savait pas spécifiquement, mais il te connaissait.
Il a dit à tout le monde à l'hôpital que sa fille avait un don pour aider les enfants tristes à se sentir mieux, que ta mère t'avait appris des façons spéciales de cuisiner avec amour. Il a dit que si tu étais là quelque part, tu trouverais quelqu'un qui avait besoin de ce don. Emma, ton papa a l'air vraiment gentil et vraiment intelligent. James luttait avec des émotions contradictoires. Il était tombé amoureux de l'idée d'Emma comme sa fille, mais comment pouvait-il se mettre en travers du chemin d'un père qui s'était si durement battu pour se rétablir et récupérer son enfant? Quand puis-je le voir? Demanda Emma, sa voix tremblante d'espoir et de peur. Nous pouvons organiser un appel vidéo aujourd'hui, et si vous êtes tous les deux à l'aise, nous pouvons organiser une visite demain. Mais Emma, il y a quelque chose d'important que tu dois comprendre. Ton père sait que tu as vécu un traumatisme et il veut ce qui est le mieux pour toi, même si cela signifie prendre du temps pour reconstruire votre relation. Emma regarda James les larmes aux yeux. Monsieur James, je suis tellement confuse. Je veux voir mon papa, mais je ne veux pas vous quitter, toi et Tommy. Vous m'avez sauvé aussi. James s'agenouilla et lui prit les mains. Emma, le plus important est que tu puisses choisir ce qui te semble juste. Personne ne va te forcer à quoi que ce soit. Peut-être y a-t-il un moyen pour nous tous d'être dans ta vie. Le détective Martinez sourit. En fait, c'est exactement ce que votre père espérait. Il a demandé si la famille qui s'était occupée de vous serait prête à le rencontrer. Il a dit qu'il voulait les remercier personnellement d'avoir protégé sa fille quand il ne le pouvait pas. Madame Henderson, qui avait essuyé des larmes tout au long de la conversation, prit la parole. Cet enfant a apporté tant de guérison à cette maison. Si son père est à moitié aussi spécial qu'elle, je pense que nous sommes sur le point d'assister à quelque chose de magnifique. Tommy tira sur la manche d'Emma. Emma, peut-être que ton papa peut venir dîner avec nous. Tu peux faire de la soupe rayon de soleil pour tout le monde, et nous pourrons lui apprendre les chansons, et il pourra nous raconter des histoires de quand tu étais petite. Emma regarda tous les visages qui l'entouraient. Des gens qui lui avaient montré plus d'amour et de protection en 4 jours qu'elle n'en avait connu en 2 ans seuls. On peut vraiment faire ça? Mon papa peut rencontrer ma nouvelle famille? Le détective Martinez hocha la tête. Emma, les premiers mots de ton père à son réveil ont été « Où est mon Emma? Et qui s'occupe d'elle ?» Je pense qu'il sera très reconnaissant de rencontrer les personnes qui ont répondu à cette question. Mais juste au moment où Emma commençait à sourire, la radio du détective Martinez crépita avec un message urgent qui changea radicalement son expression. Détective Martinez, nous avons besoin de vous au poste immédiatement. Il y a eu un développement dans l'affaire Andry qui nécessite l'attention immédiate d'Emma. Nous avons découvert quelque chose sur les autres enfants qui change toute la portée de l'enquête. L'expression du détective Martinez devint grave en écoutant le message. Emma, nous devons parler de quelque chose d'important. Les autres enfants de la famille d'accueil. Nous avons découvert que plusieurs d'entre eux n'ont pas de famille où retourner, et ils vont avoir besoin d'endroits sûrs où rester pendant que nous réglons leur situation. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent de compréhension. Les petits? Ceux qui pleuraient la nuit? Oui. Il y a un garçon de 5 ans nommé Marcus qui a demandé après toi spécifiquement. Il a dit à notre psychologue pour enfants que tu lui chantais des chansons quand il faisait des cauchemars et que tu partageais ta nourriture avec lui quand il n'y en avait pas assez. Il a peur et ne fait confiance à aucun des adultes qui essaient de l'aider. James sentit quelque chose changer dans sa poitrine. De combien d'enfants parlons-nous? 7 enfants qui sont maintenant en placement d'urgence, mais 3 d'entre eux, Marcus, sa sœur de 6 ans Lily, et un garçon de 4 ans nommé Carlos, ont des réactions émotionnelles graves. Ils ne mangent pas, ne parlent pas, montrent des signes de traumatisme que nos familles d'accueil habituelles ne sont pas équipées pour gérer. Emma se redressa, sa voix remplie de détermination. Ils ont besoin des chansons de cuisine. Ils ont besoin de quelqu'un qui comprend ce que c'est d'avoir peur et d'être seul. Tommy leva les yeux vers son père avec la sagesse innocente qui était devenue familière. Papa, tu te souviens quand Emma m'a aidé? Peut-être qu'elle pourrait les aider aussi. Peut-être que nous pourrions les aider aussi. James regarda Emma, dont les yeux brillaient de détermination, Tommy, qui était plus vivant qu'il ne l'avait été depuis des mois, Madame Henderson, qui hochait la tête de manière encourageante, et le détective Martinez, qui observait cette conversation avec intérêt. Détective, que faudrait-il faire si nous voulions aider ces enfants, pas de façon permanente nécessairement, mais en tant que placement d'urgence pendant qu'ils guérissent? Monsieur Mitchell, vous devriez demander une certification de placement d'urgence, qui, compte tenu de votre vérification d'antécédents et de votre stabilité financière, pourrait être accélérée.
Mais êtes-vous sûr d'être préparé à ce niveau de responsabilité? Ces enfants ont subi un traumatisme grave. Emma regarda James avec espoir et détermination. Monsieur James, je sais comment aider les enfants qui ont peur. Ma maman me l'a appris, et j'en ai appris plus dans la rue. De la nourriture, des chansons et le sentiment d'être en sécurité. C'est ce dont ils ont le plus besoin. James pensa à son immense appartement, à ses ressources, à sa capacité à embaucher de l'aide supplémentaire. Mais plus que cela, il pensa à la transformation dont il avait été témoin chez son propre fils, et à la lumière qui était revenue dans leur maison grâce à la présence d'Emma. Madame Henderson, qu'en pensez-vous? Pourrions-nous gérer 3 enfants de plus temporairement? Madame Henderson se redressa. Monsieur Mitchell, cet appartement est assez grand pour une petite armée, et j'ai élevé des enfants dans des situations pires que celle-ci. Si Emma est prête à aider, et si ces petits ont besoin de nous, alors nous avons le devoir d'intervenir. Tommy était pratiquement en train de bondir d'excitation. On pourrait être comme une grande famille. Emma pourrait apprendre à tout le monde les chansons de cuisine, et je pourrais partager mes jouets, et peut-être qu'il pourrait m'aider à construire le grand puzzle que j'étais trop triste pour finir. Le détective Martinez semblait impressionné. C'est très inhabituel, mais étant donné les circonstances et la relation d'Emma avec ses enfants, cela pourrait être exactement ce dont ils ont besoin. Cependant, il y a une autre chose que vous devez savoir. Il fit une pause, vérifiant ses notes. Le père d'Emma a suivi cette affaire depuis son lit d'hôpital. Quand il a appris la situation des autres enfants, il a demandé s'il pouvait aider aussi. Il est chef de chantier, l'était avant son accident, et il a offert de faire des réparations et des améliorations sur toute installation qui accueille ses enfants. Il veut contribuer à leurs soins même s'il est encore en convalescence. Les yeux d'Emma se remplirent de larmes. Mon papa veut aussi aider les autres enfants. Votre père a dit, et je cite, « Mon Emma a un don pour guérir les cœurs brisés. Si elle a trouvé des gens qui comprennent ce don, alors je veux soutenir la famille qui l'a soutenue. » James se sentit submergé par l'ampleur de ce qui se passait. En 4 jours, sa famille était passée de 2 personnes brisées à potentiellement 6 enfants qui avaient besoin d'amour et de guérison. Détective, quand pouvons-nous rencontrer le père d'Emma? Et quand pouvons-nous rencontrer ses enfants? Je peux organiser l'appel vidéo avec le père d'Emma cet après-midi, et si tout le monde est d'accord, nous pourrions avoir les enfants ici ce soir. Mais monsieur Mitchell, j'ai besoin que vous compreniez que ce n'est pas seulement une question de fournir un foyer temporaire. Ces enfants auront besoin de thérapie, de soins médicaux, de soutien éducatif, et de plus de patience que vous ne pouvez l'imaginer. Emma se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant l'horizon de Seattle. Quand elle se retourna vers la pièce, son expression était empreinte d'une détermination tranquille. Monsieur James, Tommy, Madame Henderson, vous m'avez sauvé quand je pensais que personne ne se souciait de savoir si je vivais ou si je mourais. Maintenant, nous avons une chance de sauver d'autres enfants qui ressentent la même chose que moi. Si mon papa approuve, et si vous êtes d'accord, je pense que nous devrions essayer. James regarda son fils, qui hochait la tête avec empressement, puis Madame Henderson, qui calculait déjà mentalement les arrangements de couchage et les plans de repas. Très bien, alors. Faisons-le. Construisons la famille que tous ces enfants méritent. Mais alors que le détective Martinez tendait la main vers son téléphone pour commencer à prendre des dispositions, il sonna avec un appel entrant qui rendit son visage sérieux. Détective Martinez, quoi? Vous êtes sûr? Nous arrivons tout de suite. Il raccrocha et regarda le groupe avec inquiétude. C'était l'hôpital de Portland. Le père d'Emma vient de prendre une décision inattendue qui va changer tous nos plans. L'appel téléphonique du détective Martinez avait laissé tout le monde dans la pièce retenir son souffle. Emma serra fermement la main de Tommy, son visage pâle d'inquiétude. Quel genre de décision? Murmura Emma. Votre père vient de quitter l'hôpital contre avis médical. Il se rend à Seattle en ce moment. Il a dit qu'il ne pouvait pas attendre un jour de plus pour voir sa fille. Et quand il a appris pour les autres enfants qui avaient besoin d'aide, il a décidé qu'il était assez fort pour faire partie de la solution immédiatement. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. Il vient ici aujourd'hui? Il devrait arriver dans les 2 prochaines heures. Mais Emma, il y a autre chose. Il ne vient pas seul. James sentit sa poitrine se serrer. Que voulez-vous dire? Le père d'Emma a travaillé avec une organisation à but non lucratif spécialisée dans la guérison des traumatismes chez les enfants. Il amène le docteur Sarah Chen, une psychologue pour enfants qui a de l'expérience avec exactement le type de situation auquel ces enfants de familles d'accueil sont confrontés.
Il veut s'assurer que chaque enfant reçoit l'aide dont il a besoin. Emma s'assit lourdement, submergée par la rapidité des événements. Mon papa, il vient vraiment et il amène de l'aide pour les autres enfants. Le détective Martinez sourit. Emma, ton père a passé 6 mois en convalescence à ne penser qu'à te retrouver et à s'assurer que tu es en sécurité et heureuse. Quand il a appris que tu aidais d'autres enfants qui avaient vécu des traumatismes comme le tien, il a dit que c'était exactement ce que ta mère aurait voulu que tu fasses. Tommy avait l'air confus. Emma, es-tu heureuse ou effrayée? Oh, les deux, admit Emma. J'ai rêvé de revoir mon papa chaque nuit pendant 2 ans. Mais et si je suis différente maintenant? Et s'il n'aime pas qui je suis devenue? Madame Henderson s'assit à côté d'Emma, sa voix douce mais ferme. Mon enfant, l'amour ne fonctionne pas comme ça. Ton père ne vient pas pour juger qui tu es devenu. Il vient pour célébrer le fait que tu as survécu et que tu as trouvé ton chemin vers des gens qui te chérissent. James s'agenouilla devant Emma. Emma, peu importe ce qui se passe avec ton père, tu feras toujours partie de notre famille maintenant. Tu as changé nos vies pour toujours, et ce lien ne disparaît pas simplement parce que ta situation change. 1 heure plus tard, l'appartement de James avait été transformé en zone de préparation. Madame Henderson cuisinait assez de nourriture pour une petite armée. Tommy arrangeait ses jouets dans le salon pour que les autres enfants se sentent les bienvenus, et Emma écrivait soigneusement des copies des recettes de sa mère pour que chaque enfant puisse avoir son propre jeu de mots magiques. Quand l'interphone sonna, Emma se figea complètement. « Emma, dit doucement James. Es-tu prête ?» Elle hocha la tête, bien que ses mains tremblent. Tommy prit une de ses mains, et James l'autre, alors qu'il se dirigeait vers la porte. Quand James l'ouvrit, ils virent le détective Martinez, accompagné d'un homme qui ressemblait à une version plus âgée d'Emma. Les mêmes yeux bruns et chaleureux, le même menton déterminé, mais avec des cheveux grisonnants et les mouvements prudents de quelqu'un qui se remet encore d'une blessure grave. À côté de lui se tenait une femme asiatique aux yeux aimables portant une mallette médicale. « Emma », dit l'homme, sa voix se brisant d'émotion. « Papa », murmura Emma. David Patterson tomba à genoux et Emma courut dans ses bras. Ils se sont tenus et ont pleuré pendant plusieurs minutes pendant que tout le monde dans la pièce essuyait ses propres larmes. « Ma courageuse fille », murmura David dans ses cheveux. « Je suis tellement désolé de ne pas avoir pu te protéger. Je suis tellement désolé que tu aies dû être forte toute seule. Je n'étais pas seule, papa. J'ai trouvé Tommy, Monsieur James et Madame Henderson, et ils ont pris soin de moi. Et maintenant, nous allons nous occuper d'autres enfants qui ont besoin d'aide. » David leva les yeux vers James, les larmes aux yeux. « Monsieur Mitchell, je ne pourrai jamais vous remercier assez d'avoir protégé ma fille quand je ne le pouvais pas. » James les aida tous les deux à se relever. « David, votre fille a sauvé ma famille. Elle a ramené mon fils à la vie et nous a appris à aimer à nouveau. C'est nous qui devrions vous remercier d'avoir élevé un enfant aussi extraordinaire. » Le docteur Chen s'avança. « Je déteste interrompre cette belle réunion, mais nous avons 3 enfants très effrayés qui attendent en bas et qui ont besoin de voir qu'Emma est en sécurité et heureuse avant de nous faire confiance. » Emma essuya ses yeux et se redressa. « Ils sont là, Marcus, Lily et Carlos. Ils sont dans le hall avec une assistante sociale. » Marcus n'a pas parlé depuis hier, mais quand il a entendu le nom d'Emma, il s'est redressé pour la première fois. Emma regarda autour d'elle son père, James et Tommy, Madame Henderson et le docteur Chen. « Allons-nous vraiment faire ça? Allons-nous vraiment être une grande famille qui prend soin les uns des autres ?» Et David Patterson sourit. Le premier vrai sourire qu'il avait eu depuis la mort de sa femme 3 ans auparavant. « Emma, ta mère disait toujours que les familles ne sont pas seulement une question de sang. Ce sont des gens qui choisissent de s'aimer et de se protéger mutuellement. Je pense qu'elle serait très fière de la famille que tu as construite. » James hocha la tête. « Nous allons avoir besoin de plus de chambres, de plus de chaises hautes, probablement de plus de patience que nous n'en avions jamais imaginé. Mais oui, Emma, nous allons faire ça ensemble. » Tommy tira sur la manche d'Emma. « Emma, pouvons-nous aller chercher les petits-enfants maintenant? Je veux leur montrer la cuisine où nous faisons la soupe chantante. » Emma regarda son père. « Papa, es-tu assez fort pour ça? » Mais David Patterson se redressa, les yeux clairs et déterminés. « Emma, depuis 6 mois, la seule chose qui m'a fait me battre pour aller mieux était la pensée de m'occuper à nouveau de toi. Maintenant, je découvre que tu t'es occupé d'autres personnes qui avaient besoin de toi. Je n'ai jamais été plus prêt pour quoi que ce soit dans ma vie. » Et ainsi, 20 minutes plus tard,
L'appartement Penthouse qui avait été silencieux de chagrin une semaine auparavant était rempli des voix de 6 enfants, de 3 adultes qui s'étaient engagés à les aimer, et du docteur Chen, qui planifiait déjà des séances de thérapie qui aideraient à guérir de jeunes cœurs. Alors qu'Emma se tenait dans la cuisine, apprenant à Marcus, 5 ans, comment dire bonjour aux carottes, tandis que Tommy aidait Lily, 6 ans, à mesurer les ingrédients, et que Carlos, 4 ans, riait des grimaces de Madame Henderson, James réalisa que parfois les familles les plus brisées deviennent les plus fortes. Son téléphone vibra avec un SMS de son avocat, « Les papiers d'adoption sont prêts pour tous les enfants quand vous le serez ». La juge du tribunal de la famille dit qu'elle n'a jamais vu un cas plus convaincant de formation familiale d'urgence. James regarda sa cuisine maintenant remplie de rires d'enfants et de l'odeur de la soupe rayon de soleil et pensa à Sarah. Elle aurait adoré ce chaos, ce beau bruit, cette maison pleine d'enfants qui avaient besoin d'amour et l'avait trouvé de la manière la plus inattendue. Emma croisa son regard et sourit, le sourire radieux d'un enfant qui avait appris que parfois, en sauvant quelqu'un d'autre, on finit par se sauver soi-même. Dehors, la neige commença à tomber doucement sur Seattle, recouvrant la ville d'un manteau de nouveau départ.